Une question centrale en Afrique, comment dématérialiser les administrations avec des enjeux électoraux, des enjeux sur l'identification des personnes physiques et morales, sur la bonne gouvernance et sur la vitalité économique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Global Africa, votre chaîne de l'Afrique qui bouge, toujours avec le même plaisir pour vous parler du e-gouvernement, avec un invité qui vient du Congo. Mesdames, Messieurs, je suis évidemment Carmen Févillier et j'ai le plaisir de recevoir Luc Bizindimbazi, conseiller et chef du département télécom, poste et numérique au cabinet du Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue sur Global Africa. Alors, bonjour Luc. Bonjour Carmen. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Bienvenue sur Global Africa. Alors, je vous appelle par votre prénom parce que vous allez m'excuser, hein, votre nom, je n'arrive pas très bien à le lire, à l'épeler. Alors, merci de nous accorder cette interview, Luc, à quelques heures de votre intervention au CIAN, la commission du CIAN consacrée au e-gouv en Afrique. Et e-gouv donc en Afrique, la problématique au CIAN, ce serait le e-gouv en Afrique, la problématique de l'intégration du numérique dans la gestion de la ville. Donc, encore une fois, Luc, merci de votre confiance par rapport à votre calendrier. Merci d'être là encore une fois. Merci de m'avoir invité. Donc, comme je l'ai dit en préambule, vous êtes l'expert en numérique auprès des pouvoirs publics congolais. Et on vous surnomme le Monsieur Tech, si vous ne le saviez pas. Vous êtes par ailleurs le président de l'ONG Pratique, promoteur du Salon international OSIAN. Le Salon OSIAN qui est le rendez-vous majeur dorénavant, numérique et innovation de l'Afrique centrale. Et donc vous êtes ancien directeur des projets de la prospective, vous me direz hein, si c'est toujours le cas, à la prospective, à l'ARPCE, Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques que vous venez de quitter. Et ensuite, vous êtes un habitué du Salon Tech, Vivatech. Vous venez souvent avec les startups congolaises pour se mettre au parfum des innovations technologiques. Encore une fois, Luc, bienvenue. Merci. Alors, nous allons aborder avec vous 4 thématiques. La première concerne la dématérialisation des services publics. La deuxième, l'identité numérique des personnes physiques et morales. Le renforcement des capacités en troisième position. Et en dernière position, la gouvernance de l'économie numérique. Concernant donc la première problématique, il s'agit de la dématérialisation des services publics. Mais avant d'aller en profondeur, Luc, je voudrais savoir qu'est-ce que le e-gouv? Bon, merci Carmen, je vous remercie pour cette invitation. Bon, je tiens à rappeler que je ne suis pas l'expert, mais je suis parmi les experts, il y en a d'autres, en République du Congo, en matière de transformation digitale, numérique. Je ne suis pas Monsieur Tech, bon, il y a plus de tech que moi qui sont plus outillés aujourd'hui, mais bon, si on l'écrit, c'est peut-être lié aussi au fait que j'ai peut-être eu une activité très technologique pendant un moment. Et puis, je tiens à rappeler, confirmer que j'ai quitté l'ARPCE pour me concentrer sur l'activité au cabinet du Premier ministre, mais aussi pour mettre la gestion du Fonds du service universel que je préside en ce moment sur instruction du Premier ministre. Sur la question du e-gouv, c'est vrai que ce terme, je ne l'apprécie pas particulièrement parce qu'il ne veut rien dire en fait. E-gouv, c'est l'électronique et gouvernance. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de transformation numérique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que apporter un équipement électronique. On ne va pas simplement mettre un ordinateur et permettre aux gens de travailler. Mais c'est toute une organisation, c'est toute une transformation des habitudes, même des actes administratifs. Vous avez très bien commencé en rappelant qu'il s'agit de la dématérialisation des actes administratifs et de l'administration publique. Et dedans, il y a plusieurs piliers. Le premier, c'est effectivement avoir une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut moderniser, puisque on revient à la modernisation des services publics.
La deuxième, c'est le personnel à former, oui. la compétence humaine. Je crois que c'est un point que vous avez souligné qu'on abordera. Et l'autre élément, c'est aussi les services à créer, des services à automatiser plutôt. Et un des paramètres importants, c'est la connectivité, c'est-à-dire apporter dans les administrations publiques une connectivité à Internet qui va faciliter toutes ces tâches, toute l'automatisation de ces tâches, mais aussi la sauvegarde de ces données, le stockage de ces informations qui deviennent totalement numériques. Et un autre pilier qui est super important, c'est on parle de virtualisation de l'administration, et donc ce qui veut dire qu'en face des services publics, il y a les citoyens qui doivent aujourd'hui disposer d'outils pour pouvoir communiquer avec les services publics. Et donc, ce qu'on appelle couramment e-gouvernement n'est rien d'autre aujourd'hui qu'une réorganisation de l'administration publique en se basant sur la transformation numérique. Sur la transformation numérique. Et donc, vous venez de le dire, donc, le e-gov constitue maintenant, joue un rôle dorénavant clé dans l'administration du Congo, comme dans beaucoup de pays en Afrique. Et les enjeux, on les connaît. Vous venez de les détailler par votre réponse. Et donc, moi, ma question est de savoir quel est l'état d'avancement dans votre pays. C'est une très belle question. Je rappelle que moi, j'ai quitté l'Europe, la France. J'ai évolué professionnellement en 2011. Et à cette période-là, en Afrique, cette administration a été, et je sais jusqu'à ces quelques années encore, était dominée par ce qu'on appelle la téléphonie mobile. Donc, la technologie, c'était surtout la téléphonie. Et de cette période à aujourd'hui, on sent qu'il y a eu des grands progrès. Parce qu'il y a eu une réglementation qui a été réalisée, conçue pour faciliter l'émergence des technologies, l'usage de ces technologies et dans l'administration et dans la société, les entreprises et le grand public. Il y a eu un investissement très important pour les infrastructures, les infrastructures de télécommunications, les infrastructures informatiques, ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on compte 2-3 gros data centers. Là, je parle du Congo, mais l'état est quasiment le même dans tous les pays de l'Afrique centrale. On ne va pas dire toute l'Afrique, mais en tout cas en Afrique centrale, c'était quasiment la même situation il y a quelques années. D'accord. Il y a eu des investissements privés, des opérateurs qui sont venus après avoir obtenu des licences auprès des autorités publiques. On pourrait savoir lesquels? On a Canalbox, par exemple, le groupe GVA. Canalbox, GVA. On a des structures comme RTL qui ont racheté les entreprises. Et on a des opérateurs locaux qui ont vu le jour sous d'autres termes. Congo Télécom n'existait pas, c'était ONPT à l'époque. Là, je parle du Congo en particulier. Et ce sont des sociétés qui, aujourd'hui, sont au cœur, je parle de Silicon aussi, qui sont des investissements privés, 100%. Ce ne sont pas des marchés publics. Ce sont des entreprises qui achètent des licences à coût de milliards et qui recrutent, qui construisent des infrastructures et qui offrent un service au grand public, aux entreprises et aussi à l'administration publique. C'est ce qui crée l'économie. Et donc, il y a eu ces dernières années, ces infrastructures, ce financement, cette réglementation, une régulation efficace qui a permis aujourd'hui d'avoir une situation qu'on peut dire soutenable. Les gens, on couvre à peu près à 50-55% le territoire national, au Congo en particulier. On a une couverture mobile qui dépasse les 100%. Quasiment un citoyen a au moins 1 ou 2 téléphones mobiles. On a aujourd'hui un taux de pénétration à Internet, et c'est super important, qui était à 2-3%, qui aujourd'hui atteint 45%. Donc la situation aujourd'hui, de façon générale, est satisfaisante. Il y a encore beaucoup à faire. Au niveau de l'administration elle-même, il y a encore effectivement des choses à relever, puisque la transformation numérique de tous nos process n'est pas encore effective. Mais par contre, on peut noter des identités administratives qui sont mises en place et des projets comme l'identifiant numérique unique, les administrations de l'État qui commencent à digitaliser la finance, digitaliser les aspects de transport. Et donc, au niveau de votre réponse, ce qui me vient à l'esprit, c'est les stratégies innovantes. Quelles sont ces stratégies-là, l'innovation que vous apportez? Parce que vous avez dit que l'inclusion Internet avait pris un bond de 45%. Alors, innovation, je
Je le mettrai dans un autre chapitre, mais là, on va dire qu'il y a eu un progrès, il y a eu une modernisation de l'outil de travail. D'accord. Et peut-être on restera sur ce débat, parce que l'innovation aujourd'hui, ça, quand on voit avec tout ce que les startups font, c'est un peu, pour avoir la même compréhension, on va rester dans la modernisation. Modernisation qui veut dire infrastructure, qui veut dire service, qui veut dire digitalisation, construction des centres de données. Et justement, vous excusez-moi de vous couper, vous parlez d'infrastructure. Oui. Bon, pour des infrastructures électroniques. Alors, il y a Internet, vous vous basez sur quoi d'autre? Déjà, les infrastructures en télécommunication, qui sont la fibre optique, les réseaux sans fil, les BTS, qui aujourd'hui apportent aussi Internet. Il y a aussi l'aérien. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça aussi, c'est les infrastructures, parce que là où vous avez la connexion, même la possibilité de téléphoner, il y a de l'énergie qui est apportée par l'opérateur à travers tous les moyens possibles. Donc ces infrastructures-là coûtent cher, c'est quasiment 75% du coût d'investissement des opérateurs. Ils ont été déployés, et au Congo en particulier, c'est le gouvernement, le câble sous-marin qu'on appelle WAX. Là, il y a un deuxième qui arrive, Tout Africa du groupe Meta, et tout le backbone en fibre optique, et sans compter effectivement les boucles qui permettent d'interconnecter les différentes administrations. Alors, il nous reste 10 minutes pour faire la suite, la suite des questions. Je voudrais que nous parlions, mais très rapidement, du PND. Quelle place occupe le plan national congolais? C'est bien ça, hein, le PND, oui. On dirait à ce qu'est le numérique dans le PND, mais c'est un pilier majeur d'accélération de développement économique. Et aujourd'hui, le numérique est un des piliers, un levier important pour la réalisation du plan national de développement prévu par le gouvernement congolais. D'accord. Et donc, au Congo, on parle de plus en plus de protection de données, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Est-ce que ça rentre dans les priorités nationales? Ça fait partie des points d'attention. Et forcément, on ne peut pas parler de développement numérique sans avoir une attention sur les données à caractère personnel, les données des entreprises et des individus. Donc c'est un axe super important. Et tout ce qui touche aussi l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comme dans tous les pays, dans beaucoup de pays africains, nous sommes à l'étape où on doit faire une stratégie de réfléchir comment on intègre l'intelligence artificielle qui s'impose à nous, mais comment on prépare aussi les hommes pour pouvoir aussi en faire un meilleur usage. Alors, nous allons parler maintenant de l'identité numérique des personnes physiques et morales. L'identité numérique est un point important justement pour faciliter la relation citoyen-administration publique. Et au Congo, vous pratiquez le NIU. Oui. Vous pratiquez le NIU, qui est déjà une avancée. Donc, parlez-nous un peu de manière concrète, mais très rapidement, de ce que c'est que le NIU. Alors, les financiers sont mieux placés pour en parler, mais le NIU, c'est le numéro d'identification unique des personnes, on va dire, imposables. Pour l'instant, on peut dire ça. Puisque physique et morale. Ça dit, physique et morale. Aujourd'hui, le NIU a un caractère plutôt fiscal, puisqu'on ne peut pas mener une activité avec un revenu financier si on n'a pas le NIU, créer une entreprise, créer sur les marchés publics. Donc voilà, mais ça reste une identité qui est quand même importante puisqu'elle permet la digitalisation, elle contribue à la digitalisation des services financiers. Quand on parle d'identité numérique, on va un peu plus loin puisqu'on parle aussi là des actes de vie. C'est-à-dire que mon acte de naissance, demain, si je veux le transposer sur une plateforme numérique, comment je le fais? Quelle identité je vais utiliser? Je me marie, je crée l'entreprise. On a une agence de création d'entreprise aujourd'hui qui a aussi digitalisé ces problématiques. Quand vous allez importer des produits en douane, vous avez le GIOT aussi qui a dématérialisé ces processus qui vous donnent une identité numérique. La question de l'identité, c'est de savoir comment on fusionne l'ensemble de ces identités qui ont un caractère financier, civil, même d'identification dans quelques industries, comment les identifier pour vraiment avoir l'identité unique des personnes physiques et morales. Et c'est le chantier qui est lancé en ce moment. Alors, vous aviez parlé en début d'émission du renforcement des capacités. Donc, ces renforcements de capacités, oui, mais qu'en est-il de l'éducation nationale? Ça fait partie, aujourd'hui, quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est rien d'autre que les mathématiques, les algorithmes qu'on apprend à l'école. D'accord. L'outil informatique, aujourd'hui, il se développe très vite. Les enfants apprennent très vite. Mais après, on a quand même en Afrique, de façon générale au Congo en particulier, un problème d'infrastructure et de compétences pour qu'il y ait même des enseignants
prêts à transmettre ce savoir, à les encadrer eux-mêmes. Il y a eu les États généraux de l'éducation nationale qui a fait des recommandations sur le sujet, notamment digitaliser aussi les cours, d'intégrer des filières totalement, des filières totalement liées à l'informatique. Et la digitalisation des cours, c'est arrivé au Congo, on pourrait dire grâce au Covid. Oui et non. Ça s'est généralisé, on va dire ça comme ça, mais il y avait déjà des initiatives. Mais comme dans tous les secteurs, le télétravail, l'identification, les réunions virtuelles, la crise Covid a été un bel accélérateur du développement de l'usage du numérique dans tous les domaines. Alors, dernier aspect de notre émission, Luc. La gouvernance de l'économie numérique. Qu'est-ce que la gouvernance de l'économie numérique? Où en est-on avec les jeunes et les femmes dans cette gouvernance économique de l'économie numérique? De l'économie numérique. La gouvernance, c'est tout le cadre que l'on met pour pouvoir réglementer, gérer au quotidien ce développement numérique. Il y a un cadre, il y a des organismes, au Congo en particulier, on a mis en place des structures pour la cybersécurité, pour l'agence de l'économie numérique, pour gérer les noms de domaine. Il y a un régulateur, donc il y a des garde-fous, il y a des règles pour entrer dans le marché, y exercer et sortir. Aujourd'hui, la place de la femme, c'est comme dans tous les domaines. Je sais qu'aujourd'hui, il y a besoin d'augmenter le nombre de femmes formées dans le secteur, ce qui est en train d'être fait. Et puis, en matière de jeunesse, il y a beaucoup d'activités. Vous avez parlé du salon Osiane que nous organisons. D'ailleurs, je vous donne une nouvelle, moi, je voudrais bien qu'on s'étende sur le salon Osiane. Je vais juste donner un exemple pour les jeunes, par exemple. Au Congo, et depuis hier, il y a la première levée de fonds de 30 millions de dollars qui a été réalisée par Noki Noki aux États-Unis. Et donc, c'est pas rien. Ça veut dire que les jeunes sont en mouvement, sont en pleine progression dans ce domaine-là. Ce qu'il faut aujourd'hui et qui est super important, c'est de l'accompagnement, de la citation, pour que les jeunes, au-delà de l'entrepreneuriat, signent des contrats. C'est pas seulement... Justement, vous aviez des pépites que vous aviez... vous êtes arrivé avec des pépites congolaises, les startups. Quel est le résultat, justement? C'est ce que je viens de vous donner. Noki n'est pas... Ils ont eu des contrats. Oui, ils ont des contrats. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale, internationale. Vous pouvez les citer, par exemple? Je parle de Noki, qui est dans la logistique et le transport. Il y a Tinda, et là récemment les trois... Et la couveuse Et la couveuse, c'était une belle expérience qui a plutôt incité d'autres acteurs à construire leur couveuse. Et malheureusement, on l'a modernisée. Malheureusement, l'impact économique n'est pas assez attendu, mais a rendu quand même indépendant, autonome, ce jeune garçon qui a porté cette couveuse. Quel était son nom, vous dites, ce jeune garçon? Question piège. Question piège, oui. Il sera frustré s'il suit ça, mais c'est simplement parce qu'il y a pas mal de prénoms, vous savez, c'est des choses qui nous échappent un peu. D'accord. Si je ne me trompe pas, vous revenez de Genève. Oui. Et de Lomé. Et de Lomé, racontez-nous. À Genève, c'était les deux réunions. À Genève, c'était le sommet mondial de l'information qui se tenait, et aussi le sommet de l'intelligence artificielle pour le bien-être. Et donc c'est vraiment des nouveautés que les chercheurs, les porteurs de projets, les startups mettent à la disposition de l'humanité pour pouvoir mieux vivre sur cette terre. Et à Genève, à Lomé, on a eu... toujours dans cette dynamique, la semaine africaine de l'intelligence artificielle, qui a permis de voir toutes ces innovations, même celles qu'on peut transposer dans le milieu éducatif, comme vous avez parlé tout à l'heure. Et on est très content de voir que l'Afrique, que ce soit à Genève ou à Lomé, l'Afrique est en train de s'approprier ces technologies et d'offrir à nos populations, à nos pays, des solutions aux problèmes. Et il y en a quelques-unes. Maintenant, comme je disais, il faut concrétiser ça par des contrats commerciaux, puisque c'est que par ce moyen-là que l'on peut créer une économie durable, pérenne, qui va permettre à ces chercheurs de pouvoir investir dans les outils. Et nous, d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, nous avons lancé un fonds, Osiane Fund, qui permet effectivement de soutenir ces structures-là, en plus de faire le salon, en plus d'accompagner ces pépites, ces startups, de permettre un lieu de rencontre entre les différents acteurs. Nous avons lancé ce fonds, et ce fonds permettra effectivement de soutenir financièrement ces porteurs de projets qui ont besoin parfois d'un accélérateur, d'une impulsion, et non seulement ça, de les former aussi, pas seulement dans leur domaine de compétences, mais dans les domaines qui permettent de rentrer dans le marché commercial. Et voilà un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc ces activités, ces semaines très actives, et on pense qu'aujourd'hui l'Afrique peut se réjouir d'être sur la bonne dynamique.
Est-ce que le Congo pèse dans ce secteur de e-gouvernement? Le Congo n'a pas à peser particulièrement. Le Congo, comme tous les pays de l'Afrique, joue ses partitions. Nous sommes membres de l'Union internationale des télécommunications, nous sommes même dans les bureaux de réflexion, nous sommes un modèle en matière de fonds de services universels, nous sommes un modèle en régulation, nous sommes un modèle en matière de connectivité transfrontalière, parce que nous sommes connectés au Gabon. Je ne sais pas ce que vous appelez talent d'Achille. Les talents d'Achille, les obstacles. Non, mais si vous dites ça, c'est que vous avez constaté quelque chose. Il faut dire qu'est-ce que vous constatez. Non, mais vous êtes le conseiller. Non, mais effectivement, moi je vous dis ce qui se passe. Et le Congo est un modèle en termes de progression. Je dis depuis 10 ans, ce que nous vivons au Congo est extraordinaire. Vous avez maintenant l'Internet dans les domiciles. Vous avez aujourd'hui les services. Mais ça coûte cher. Tout dépend de ce que vous appelez. Ça coûte cher. Tout dépend de ce que vous appelez cher. Prix, mais aujourd'hui, on a des offres à 15 000 francs CFA qu'on n'a pas ici, avec 5 gigas. Avec les salaires qui arrivent. Mais c'est comme l'électricité. Et non, ça c'est un autre sujet. C'est comme l'électricité. Les foyers. Non, les foyers, c'est comme l'électricité, c'est comme l'eau, c'est comme les ressources vitales. Il faut qu'aujourd'hui, il y a un coût. Il y a un coût pour que vous ayez de l'eau fraîche dans votre frigo. Il y a un coût. Bon, c'est normal, c'est le quotidien. Ici, on parle d'énergie. Je suivais encore ce matin, par rapport aux élections, la problématique de l'énergie qui manque aussi dans un pays occidental. Mais on ne peut pas dire que le Congo, c'est un maillon faible. Ce sont des problèmes, des situations qui, aujourd'hui... Le maillon faible, non. Je ne veux pas revenir sur le talent d'Achille, parce que si on dit talent d'Achille, c'est qu'on a trouvé qu'il y a un maillon qui manque dans la chaîne. Mais c'est ça qui pousse à non, on progresse. Ce qui est super important, Carmen, c'est que nous sommes dans une voie, nous sommes en train de progresser. Malheureusement, quand on progresse dans le monde d'aujourd'hui, il y a tous ces problèmes qui suivent. Besoin de renforcer les infrastructures énergétiques, besoin de renforcer les infrastructures de télécommunications. Et la demande devient de plus en plus grande. Et comme vous le savez, il y a des priorités, des choix stratégiques à faire. Dans le numérique, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que nous sommes en pleine croissance. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes passé de 5%, il y a encore 2015, de taux de pénétration, donc les gens qui ont Internet, à 45% aujourd'hui. À 45%, c'est énorme. Oui. Donc on ne peut pas s'appuyer que sur ce qui est difficile à réaliser. Déjà, parlons de ce qui ne va pas et mettons les moyens pour discuter de ce qu'il y a à améliorer. Mais nous sommes très satisfaits. Moi, je dis que dans le secteur des télécommunications, il y a encore beaucoup à faire. Là, vous parlez de prix, mais il y a encore 10 ans, ça coûtait une fortune. Vous savez combien on payait la minute de téléphonie mobile il y a encore 10 ans? On n'était pas à moins de 5 000 francs. Aujourd'hui, ça coûte 35 francs CFA. D'accord. Est-ce que vous imaginez le progrès? Oui. C'est énorme. D'accord, mais sur cette... comment je peux dire... ce que vous venez de dire, cette bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle à savoir. Internet est passé de... Le taux de pénétration était à 5% à 45%. C'est-à-dire que les prix, je dis, il y a encore 10-15 ans, la minute était à 5 000 francs de téléphonie. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 35 francs. Et regardez un peu le boom. Et je prendrai encore plus. Le 2 mégas Internet. Moins de 100 francs CFA. Ben oui, elle est à moins de 100 francs. Vous pouvez vérifier les chiffres. Et je vous parle encore, là je parle il y a moins de 10 ans, dans moins d'une décennie, le coût du 2 mégas était à 300 000 francs. C'est-à-dire le 2 mégas international. Aujourd'hui, il a combien? Il a moins de 50 000 francs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un travail, d'abord, une croissance au niveau économique, il y a eu de l'investissement, il y a eu des infrastructures et il y a eu des services qui ne sont peut-être pas suffisants aujourd'hui. À l'époque, vous ne pouvez même pas conserver vos données informatiques au Congo. Aujourd'hui, vous avez 2 grands data centers de normes internationales. Vous avez encore un câble sous-marin de grand métal qui arrive pour vous donner de la connectivité. Donc, le sujet que vous avez abordé au tout début, qui est celui de l'administration, est un sujet prioritaire maintenant, parce qu'il faut que l'administration soit un peu le catalyseur pour emmener les citoyens à être connectés et à bénéficier des services digitalisés et virtualisés. D'accord, mais merci beaucoup. Je vous laisse poursuivre votre débat justement avec le CIAN à 18h, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, Luc Mizidimbazi, vous allez m'excuser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup, Carmen. J'y serai. Merci, c'est très... Merci encore. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs. Donc, comme vous le constatez, c'est la fin de notre émission. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Votre émission sera en replay, évidemment, sur votre chaîne Global Africa et dans les réseaux sociaux de Global Africa, votre chaîne de l'Afrique qui bouge. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Carmen Févillier pour 3 en 1 Afrique sur Global Africa. À très bientôt. Au revoir.